Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un nouvel homme fort à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a été désigné président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il succède à Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a été démis de ses fonctions ce 30 septembre. La tenue à Brazzaville de la mission sectorielle organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank et le Crédit du Congo. L'occasion de présenter aux opérateurs économiques le plan national de développement 2022-2026. Et puis, focus sur une alternative à la fois écologique et économique qui a gagné le Bénin et le Togo. Dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest, les motos électriques du constructeur automobile indien M-Auto semblent être en vogue. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, du changement à la tête du Burkina Faso. Le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été démis de ses fonctions ce 30 septembre. Une information divulguée par les militaires dans un communiqué. Ce changement intervient après un nouvel épisode de tension. Des tirs à l'arme lourde avaient été entendus dans la nuit du 29 au 30 septembre. Sur les réseaux sociaux, la présidence de la transition avait évoqué, je cite, une situation confuse créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales. Pour rassurer la population, les autorités avaient ajouté que des discussions étaient en cours pour un retour au calme et à la sérénité. Désormais, c'est Ibrahim Traoré qui devient le nouvel homme fort du pays. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la junte. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. L'actualité, c'est aussi le démarrage ce 1er octobre de la révision de la liste électorale à Madagascar, une étape considérée comme cruciale avant l'élection présidentielle de 2023. Une mission difficile auquel doit s'atteler la Commission électorale nationale indépendante. La CENI a 3 mois pour procéder au recensement électoral. À la tête de cette opération, Dama Andriana Ricedo, Reta Farsen, le président de l'instance. Pour ce processus, la CENI a à sa disposition un nouvel outil dénommé Système informatisé de gestion de la liste électorale. C'est un procès qui était vivement attendu dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Plus de 2 ans après son arrestation survenue en mai 2020 en France, Félicien Kabuga est depuis ce 29 septembre jugé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda à La Haye. À 87 ans, l'ancien homme d'affaires est accusé de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Les détails avec Corinne Néoné. Affaibli par l'âge, plusieurs années de cavale et de détention, Félicien Kabuga, 87 ans, a requis son droit à l'absence et n'est pas apparu ce 30 septembre pour sa première audience à La Haye, alors qu'il est accusé de faits graves commis dans son pays, le Rwanda, durant le sanglant épisode de 1994. Génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité sont les crimes reprochés à celui qui était identifié à l'époque comme un influent homme d'affaires rwandais. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, les chiffres officiels estiment à environ 800 000 le nombre de personnes tuées sur la base tribale, majoritairement des Tutsis. Qu'est-ce qui aurait motivé chez Félicien Kabuga cette frénésie d'action,
Cette activité incessante, dont le seul but, d'après le procureur, aurait été la destruction d'un groupe ethnique. Le procureur ne nous en dit rien. Pourquoi Félicien Kabouga, homme d'affaires prospère et respecté par tous, Hutu comme Tutsi, se serait-il conduit d'une façon telle qu'il aurait mis en péril toutes ses entreprises et sa famille? Dans les faits, Félicien Kabouga était membre du comité de création de la radio 1000 Collines, dont le rôle incitatif dans le génocide est depuis clairement établi. Membre influent du mouvement révolutionnaire national pour le développement, parti au pouvoir à cette époque au Rwanda, il était également président du Fonds de défense nationale, créé durant le génocide pour financer les actions de la milice Interamwe. Des accusations pour lesquelles il avait déjà plaidé non coupable durant une audience préliminaire en août 2022. Et après la mort du président Habyarimana, en quoi appeler, en pleine guerre, à la résistance devant l'avancée de l'armée du FPR, pourrait-il être considéré comme criminel? Et surtout, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en quoi Félicien Kabouga aurait-il été directement concerné par les propos de tel ou tel journaliste? Ces journalistes ne lui demandaient pas l'autorisation de diffuser leur message. Félicien Kabouga n'était pas le rédacteur en chef de la RTLM. Il n'était même pas sur place. Le procès qui s'est ouvert ce 30 septembre est l'aboutissement d'une traque ardue durant plusieurs années, 25 ans précisément, de celui qu'on qualifie souvent d'argentier du génocide. En juillet 1994, il avait réussi à quitter le Rwanda pour la Suisse, devenant ainsi l'un des fugitifs les plus recherchés du génocide rwandais. Après des séjours au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, la police internationale met fin à sa cavale en 2020 à Paris en France, vers une tentative de réparation des dégâts causés par ce drame de l'histoire. Dans l'actualité également, une mesure forte pour stimuler la croissance économique. C'est l'initiative prise par le président kényan William Ruto qui a décidé en ce sens de réduire les dépenses au cours de l'année 2022. Avec cette mesure dévoilée ce 29 septembre, le chef de l'État entend, je cite, revenir à la situation où le gouvernement contribue à l'effort d'épargne nationale en maintenant les dépenses récurrentes en dessous des recettes. Le dirigeant kényan espère par ailleurs parvenir en 3 ans à un excédent budgétaire récurrent. Plan national de développement 2022-2026, un vivier d'opportunités et de création de valeur, focus sur l'agro-industrie. Tel était le thème de la mission multisectorielle organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank et le Crédit du Congo. Ce rendez-vous, qui s'est tenu ce 29 septembre à Brazzaville, visait à mettre en relation des opérateurs économiques en vue de développer des projets structurants. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Plus de 150 entrepreneurs venus de différents pays, entre autres le Congo, le Maroc, l'Égypte, le Sénégal, prennent part depuis ce jeudi 29 septembre 2022 à la 33e mission multisectorielle du Club Afrique Développement. L'enjeu de cette édition, la 3e en République du Congo, est de susciter un vif intérêt auprès des opérateurs économiques afin qu'ils soutiennent le financement du Plan national de développement 2022-2026 que le pays a adopté depuis le 14 janvier 2022. Fort d'enseignements tirés de toutes nos politiques publiques antérieures dans ce secteur, le gouvernement congolais s'est doté d'un nouveau plan national de développement 2022-2026 par la loi numéro 3-2022 du 14 janvier dernier. Ce plan, qui est une boussole devant orienter le Congo dans sa marche vers le développement, place donc au cœur du processus de diversification l'agriculture au sens large, ainsi que l'industrie dans la composante liée à la transformation des produits de base.
Cette session du Club Afrique Développement met un accent particulier sur l'agro-industrie congolaise ainsi que les opportunités qu'offre le secteur agricole au sens large, et d'ailleurs désigné comme premier pilier du plan national de développement 2022-2026. La filiale du groupe Attijari Wafa Bank, Crédit du Congo, s'est engagée à travers des protocoles d'accord à accompagner le secteur privé dans la facilitation des opérations bancaires en République du Congo. Donc l'idée, c'est que les entreprises aient accès à de l'information fiable et de première main, aient accès aux banques de projets et d'investissement, aient accès aux autorités, aux responsables mandatés par le gouvernement de la République du Congo pour justement apporter ce cadre et des réponses à leurs questionnements en vue d'investir, et pour qu'elles fassent des rendez-vous d'affaires, que ces entreprises fassent des rendez-vous d'affaires entre elles en fonction de leurs intérêts et développent donc des projets et de la création de valeur et de la création d'emplois, que ce soit des entreprises congolaises et africaines. Avec le PND 2022-2026, le Congo projette une croissance économique de 7% contre 4% environ en 2022. Le quart de cette croissance escomptée du PIB proviendrait des revenus agricoles. Aussi, grâce aux emplois qui seront créés dans le cadre de l'opérationnalisation du PND 2022-2026, le gouvernement prévoit la réduction du chômage de 51,9% à 36% en 2026. À direction à présent le Togo et le Bénin, où la transition énergétique se fait aussi à l'échelle des transports. Depuis près d'un an, les motos électriques du constructeur automobile indien Emoto circulent dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest. À Cotonou notamment, 14 stations de recharge sont disponibles. Une alternative à la fois écologique et économique, mais qui est cependant loin de faire l'unanimité. Les explications de Gladys Mamba. Chap Chap et Commando, ce sont les noms des deux motos électriques récemment lancées sur les marchés togolais et béninois par le constructeur indien Emoto. Sa stratégie, d'abord convaincre des bénéfices économiques, vient ensuite l'argument écologique. Je ne vais pas dire le plus difficile, mais la première barrière, et celle sur laquelle on essaye de travailler toute l'équipe en fait, avec nos équipes de commerciaux sur le terrain, c'est d'expliquer en fait en quoi c'est intéressant de passer à l'électrique en fait. Nous on croit dans le fait que l'argument électrique tout seul ne suffit pas. Il faut que les gens y trouvent leur compte, qu'ils trouvent un compte économique en fait. Et une fois qu'ils ont trouvé un compte économique, en fait, l'argument écologique leur apportera un plus. Et donc aujourd'hui, on a des clients dans toutes les catégories sociales. On a énormément de femmes qui conduisent nos motos et c'est un vrai plaisir pour nous en fait. Beaucoup de chauffeurs de taxi-moto restent sceptiques à s'engager dans cette transition énergétique, malgré les hausses mondiales des prix du carburant liés à la guerre en Ukraine et malgré la détérioration de la qualité de l'air dans les centres urbains. Les taxis-motos parcourent jusqu'à 200 km par jour, quand les motos électriques M-Auto ont une autonomie estimée entre 70 et 120 km. Si il n'y a pas les points de recharge, des batteries, ce n'est pas la peine qu'on achète ça. Vaut mieux de conduire les motos à essence. Mais pour ceux qui ont déjà adopté la moto électrique, le maître mot est anticipation. Il faut être tout simplement prévoyant pour pallier à ça. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut suivre son tableau de bord pour savoir qu'on est presque déchargé pour se rendre dans une agence plus rapidement pour charger la batterie. M-Auto a vendu plus de 2000 cyclomoteurs électriques depuis mai 2022 et vise à en avoir plus de 15 000 sur les routes d'Afrique de l'Est et de l'Ouest d'ici la fin de l'année. Un vaste marché à conquérir puisque plus de 80 millions de personnes se déplacent à moto en Afrique. Un mot de sport à présent avec l'organisation de la CAN 2025 qui n'aura finalement pas lieu en Guinée. L'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Lors d'une conférence de presse donnée ce 30 septembre, il a indiqué que les infrastructures n'étaient pas au point et ce malgré le grand effort déployé par les autorités. Un retrait annoncé après son entretien avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Par conséquent, le patron de la CAF a indiqué qu'un appel à candidature serait de nouveau lancé.
L'actualité sportive, toujours avec un point sur les préparatifs du prochain championnat d'Afrique des Nations de football. Une compétition prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Mais avant ce grand rendez-vous sportif, tous les regards seront tournés vers l'Opéra d'Alger ce 1er octobre où le tirage au sort du CHAN sera effectué. On fait le point avec José Douglas. C'est l'Opéra d'Alger qui accueillera le tirage au sort de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN Total Énergie Algérie 2022. La cérémonie est prévue ce samedi 1er octobre à 19h au local, 18h GMT. Ce sera le compte à rebours du CHAN qui se déroulera en Algérie du 13 au 14 février 2023. Ce joyau architectural construit en 2016 qui a pour nom l'Opéra Bouhlem Bessaïa, salle située dans la banlieue ouest de la capitale algérienne, dans la commune d'Ouled Fayette, à 15 km de la capitale et à 30 minutes en voiture de l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. 18 pays participeront à l'événement, alors que la dernière édition ayant réuni 16 équipes. Une visite d'inspection avec une délégation de la CAF conduite par son secrétaire général a été effectuée récemment dans le pays. À 3 mois du tournoi, il est important d'évaluer l'état de préparation et de donner un feedback à nos hôtes. Au cours des derniers mois, de petites équipes de la CAF se sont rendues en Algérie pour inspecter les sites, mais cette inspection est majeure car elle couvre tous les aspects de la compétition. Visite qui a duré 5 jours, du 22 au 26 septembre, et les villes de Constantine, Oran et Alger ont accueilli la délégation. Nous attendons également avec impatience et préparons le tirage au sort final du samedi 1er octobre 2022. C'est un événement important dans le compte à rebours de l'événement prévu l'année prochaine. Les équipes qualifiées pour la zone nord, qui sera représentée par Algérie, Maroc et Libye, zone ouest, Sénégal, Mali et Mauritanie, zone ouest B, Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, zone centrale, Cameroun, Congo, RDC, zone centre-est, Ouganda, Soudan et Éthiopie. Pour la zone sud, Mozambique, Angola et Madagascar. Et puis pour ce tirage, il y aura des entraîneurs, des légendes ainsi que les hauts responsables des pays membres participants. L'Algérie deviendra la 7e nation à accueillir le championnat d'Afrique des Nations Total Énergie du 13 janvier au 4 février 2023. Sur les 18 équipes, seul Madagascar fait ses débuts dans la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.